à toutes et à tous. Nous sommes en présence de Cindy, de Marine et d'Élise et de moi-même pour parler aujourd'hui de santé mentale. Alors on a toutes assez hâte, mais surtout Cindy, du coup on a dit qu'on allait laisser à Cindy l'honneur de nous présenter parce que je sais que dans les précédents formats d'entourage, vous vouliez un peu savoir qui est autour de la table. Donc rapidement, un petit mot sur chacune. Alors Élise Ebb, femme incroyable d'influence qui a sa chaîne YouTube et qui fait plein de choses et qui est vraiment d'une douceur sans pareil. Louise, My Better Self, femme d'influence aussi incroyable, qui est très engagée et que vous suivez déjà, je ne vais pas vous la présenter. Marine LB, la plus drôle, la plus douce, et une de mes meilleures amies aussi, comme Élise. Cindy Hoff, 27 ans, star internationale, vous savez déjà. Et on va parler de notre Roma aujourd'hui. Elle va nous faire le générique. Allez. Ah, ça c'est signé. Génial. Écoutez, j'ai hâte de faire cette table ronde. Et même, je suis émue parce que moi, quand j'étais un peu dans le mal l'année dernière, je pensais au moment où j'allais faire cette table ronde. Et je me disais, je ferai cette table ronde que quand j'irai vraiment mieux, tu vois. Ça veut dire que tu vas bien. Je vais mieux. Trop bien. Ouais, franchement, je vais bien. C'est pas tous les jours facile, on va en parler, mais franchement, je vais mieux. Et vraiment, ça me tenait à cœur parce que je me suis dit, mais en fait, ça fait tellement du bien quand t'es dans le mal, c'est terrible, hein, mais de savoir que d'autres gens sont dans le mal. Sont dans la difficulté. Mais pas dans le mal, tu vois, mais tout dans la difficulté. C'est comme ça qu'on gagne nos vies. Tu te sens moins seul. Non, mais c'est comme ça que tu te sens moins seul. Et voilà, je pense qu'on a des histoires très différentes pour en avoir un peu parlé avec chacune d'entre vous. La première question que je me demandais, c'était de savoir quand est-ce que juste vous étiez rendu compte de ce qu'était la santé mentale. C'est-à-dire quand est-ce que vous avez été confronté à la première fois, vous vous êtes dit, ah oui, là, en fait, la santé mentale, il n'y a pas que la santé physique. Quand on m'a dit ah mais t'es vraiment folle, espèce de... Non, je rigole, c'est pas vrai. Alors pas trop de second degré dans la vidéo, sinon personne ne va suivre. Je sais que j'adore le sarcasme, c'est un des moyens de défense, mais je vais essayer de pas trop en faire. Les gens vont pas comprendre. En vrai de vrai, pour moi, ça a commencé quand je ne supportais plus ce qui se passait dans ma tête. Quand c'était trop dur de vivre avec moi-même. Je me suis dit, il y a quelque chose. T'as le droit d'être triste, mais là c'est trop profond, il y a quelque chose, va voir un psychiatre. C'était à quel âge 2017, donc 21 ans à peu près. Ok. C'est récent quand même. Ouais, en vrai. Ouais, relativement. Mais tu sais que j'ai tous mes diagnostics que depuis quelques mois. Ouais, mais ça prend tellement de temps. C'est une errance sans pareil encore. Toi, Marine, c'était quand? Bah, moi, j'arrive pas trop à le dater parce que, justement, j'ai l'impression que depuis le collège, je faisais des crises d'angoisse. Mais à l'époque, je savais pas que c'était des crises d'angoisse. J'étais là à mes parents. Papa, maman, j'arrive pas trop à respirer, je comprends pas. Et du coup, ils étaient en mode, non, mais t'es un peu stressée et tout. Mais en fait, je pense que vraiment, dès le collège, c'était clairement des crises d'angoisse que je faisais, quoi. Et du coup, t'étais pas aidée, quoi. On te disait juste... Bah, en fait, le truc, c'est que moi... Serre les dents. mon anxiété, elle se basait, quand j'étais plus jeune, encore aujourd'hui, sur des phobies alimentaires, etc. Et du coup, mes parents m'ont plus amené voir des psys sur ce genre de choses-là. Alors qu'en fait, le problème, il était beaucoup plus gros. Genre, c'était vraiment une anxiété... globale, ouais. Mais du coup, un vrai diagnostic, ça a été pareil, je crois que j'avais 19 ans. Ouais. Alors que je me souviens que la première psy que j'avais vue, c'était en 5e. Ouais. Est-ce que vous avez fait, vous, les psys de l'école? Parce que moi, je l'ai fait, mais jeune, hein. Attends, j'étais au collège. Oui, j'étais au collège, parce que c'était dans mon deuxième collège, justement. Mais donc, je devais avoir, franchement, 14 ans. Alors, à l'époque, c'était pas... Pour le coup, j'avais pas de vrais problèmes de santé mentale, mais c'était... je m'entendais pas bien avec mes parents, ça me pesait. Et j'ai jamais été aussi mal accompagnée de ma vie, en fait. Mais en fait... Non, mais enfin, je pense vraiment qu'elle me disait limite... oh, bah tu sais, c'est tes parents, c'est normal. Oui. En fait, ok, bisous, merci beaucoup. Mais tu sais, c'est comme l'infirmière du collège, en fait. Tu vas la voir. Elle était sympa, elle. Bah, moi, elle était pas sympa. Tu vas la voir, tu lui là-bas. Oui, mais il y a un bail de... Ça minimise toujours tout ce que tu ressens. Parce que t'es jeune. Et du coup, tu te sens pas légitime à avoir mal. Et du coup, pendant longtemps, je suis pas retournée voir de psy. Parce qu'en fait, je me suis dit, bon, bah, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. C'est ta crise d'abus, mais pas si important. Ou alors, c'est moi le problème, tu vois. Et c'est pas le contexte ou la situation. Donc vous avez vu la même chose? Moi je suis un peu sur le tech parce que la première psy que j'ai vue c'était il y a un mois. Ah mais bravo! Oh là là, je suis émue! Et qu'est-ce qui t'a motivé si c'était pas indiscret à aller la voir? Bon j'espère que c'est pas indiscret parce qu'on est là pour parler de ça hein, mais... Non je préfère pas parler de santé mentale ici, je suis un peu shy. Non j'ai des problèmes de mémoire depuis un moment. Ouais. Depuis 2 ans et demi, 3 ans où j'ai commencé à vraiment m'en rendre compte. Et j'arrêtais pas d'en parler à ma copine. Et je disais, ça commence à être pesant. Et je m'en rendais de plus en plus compte. Et en fait, un soir, j'ai fait une... comment on appelle ça? Des paralysies du sommeil. Et ça m'était... Ah, ça me fait trop peur. Alors tu peux décrire parce que moi je sais pas ce que c'est. J'étais dans mon lit, et j'avais l'impression de
dormir, mais de rêver en même temps, mais j'avais les yeux ouverts et je visualisais autour ce qui se passait, mais j'étais totalement paralysée. Et en fait, j'étais comme ça. Et j'arrivais pas à bouger. T'es emprisonnée dans ton corps. Totalement. Et c'était la première fois que ça m'arrivait. J'essayais de donner des coups à Mia, j'avais l'impression de lui en donner, et ça marchait pas. Du coup, c'est pas un cauchemar, genre t'es vraiment... Non, je suis éveillée, mais je peux pas bouger, et je vois qu'il se passe des choses autour, et c'est... Après, on en a parlé, et je disais à ma psy, j'ai jamais pris de drogue, hallucinogène, de ces choses-là, du coup, je peux même pas comparer. Mais j'avais l'impression que ça faisait des effets de ce que mes potes ont pu me décrire, comme s'il se passait des choses autour, mais je suis paralysée, je peux rien faire. Et ça me l'a fait 2 nuits de suite, où toute la nuit, en fait, ça arrêtait. À chaque fois que je me réveillais, quand j'essayais de me rendormir, ça le refaisait, en fait. Et Mia a cherché pour moi une psy qui s'occupait des traumas. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était lié à des traumas. Ah oui, totalement. J'ai 2 questions. Et du coup, j'ai vu une psy. Bien sûr. J'en ai fait une, je vous la raconte après moi. Mais parce que pour le coup, j'ai déjà pris de la drogue, donc je sais ce que je rigole. Toujours les blagues. On a dit stop, Cindy. Première question, est-ce que tu penses que tu as enfoui un trauma? Je pense, parce que du coup, on va faire toute la... on fait de la thérapie ici, franchement, soyons là. J'ai perdu ma maman en 2016, et que c'était pendant mon année de terminale, et je pense avoir mis ça de côté en mode, en fait, je vais bien, mais je pense que j'avais tellement mal que mon cerveau a dit ça, il faut le prendre, il faut le mettre un peu derrière, parce que si tu le gardes là, tu vas péter un câble. Voilà. Et du coup, je me suis dit, en fait, ça va, je suis bien. Et du coup, j'ai avancé comme ça, et en fait, il y a un moment... Vu que ça va mieux, ça revient. Et ça dit, non, viens là, reviens un peu. Et du coup, je me suis dit, non, ce serait quand même bien de faire un petit tour, pourquoi pas chez une psy, et j'ai vraiment bien fait. Parce que du coup, t'es pas allée voir de psy au décès de ta maman? Non. Ok. T'es super forte, meuf. Et j'en ai parlé récemment aussi avec Mia, avec sa maman, avec du monde autour de moi, et avec mon père hier soir d'ailleurs. Bravo. Et je lui disais, mais en fait, j'ai vécu, on m'a jamais diabolisé les psys à la maison, mais en même temps, on n'en parlait pas. Et mon papa a vécu des trucs dans sa vie qui n'étaient pas des plus sympas. Il est né orphelin, il a été en foyer, en famille d'accueil. Il a eu un énorme accident de bateau, il a perdu son matelot, il a perdu ma maman récemment. Enfin, il a eu une vie assez chaotique, et lui, il n'a jamais vu de psy. Ah ouais. Du coup, je me disais toujours, quand ça va mieux, on n'a pas de génération, en fait. Je pense aussi, déjà, c'est générationnel de ouf. Je le vois avec mes grands-parents, et je pense aussi peut-être que sa thérapie à ton père, c'est son bateau, tu vois. Oui, peut-être qu'il se soigne en écoutant les vagues, ou tu vois ce que je veux dire. Non, juste on lui a jamais dit qu'il avait le droit de... Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Je me suis toujours posé la question d'ailleurs, est-ce que mes grands-parents aujourd'hui iraient consulter? Parce que tu vois, nos parents, en vrai, c'est des victimes collatérales, notre entourage de nos vies à nous de merde en fait. Enfin, faut pas se mentir. Moi, par exemple, ma grand-mère souffre beaucoup, elle fait des crises d'angoisse aujourd'hui à son âge, parce que ma vie est compliquée. Et je me suis toujours dit, si papy et mamie ils étaient nés maintenant, c'est sûr qu'ils auraient été voir un psy. Mais tu vois, moi, c'est une vraie question que je me pose. J'en ai parlé un peu à ma grand-mère qui comprend pas vraiment les problèmes de santé mentale. Enfin, tu vois, par exemple, on parlait de dépression postpartum, et je disais que, en fait, c'était terrible, c'était un fléau, c'est très tabou, il y a peu d'accompagnement. Et en fait, elle m'a dit, mais en plus, c'était pas méchant, mais genre, elle le pensait vraiment. En fait, moi, j'avais pas le temps de faire une dépression. Genre, tu vois, elle a eu 4 enfants un peu coup sur coup. Elle a dit, j'avais pas le temps de faire une dépression. Et en fait, c'est fort comme phrase. Mais c'est fort. Et tu vois, je lui ai dit, mais mamie, tu sais que les gens ne choisissent pas de faire une dépression. Et en gros, elle faisait la moue, elle était pas convaincue. Ouais, en mode. Et en fait, je me suis dit, ils ont un peu la flemme quand même, les dépressifs. Et je me suis dit, est-ce que parce qu'elle a vécu des choses difficiles aussi, elle a perdu ses 2 parents le jour de son anniversaire, enfin, hyper dur. Et en fait, et franchement, elle va bien, tu vois. Et je me dis, c'est une vraie question que je me pose. Est-ce que parce qu'à l'époque, on parlait si peu de santé mentale et qu'il y avait peu d'accès à la psychologie, en fait, leur cerveau a fait en sorte qu'ils l'ont dépassé, parce que force est de constater qu'aujourd'hui, c'est génial, on a beaucoup plus accès à ça, mais j'ai l'impression qu'on est de plus en plus aussi à aller très mal, tu vois. Alors, et donc je me suis vraiment questionnée. Moi, je pense que Covid. Oui, déjà Covid, les réseaux sociaux en permanence sur nos téléphones, il n'y avait pas ça à l'époque, donc complètement différent. On était beaucoup plus loin les uns des autres, donc on avait beaucoup plus de temps seul, et je pense que c'est hyper important pour avoir une santé mentale stable. Tu vois, ma grand-mère, elle avait pas de moment seul, elle a eu 4 enfants à 23 ans. Elle a eu 4 enfants, enfin... j'entends, mais genre tu vois, il n'y a pas ce moment pour se retrouver avec toi-même et faire le point justement. Et en fait, nos vies actuelles nous empêchent en permanence de faire le point. Alors que ce point est important. Mais tu vois, je sais pas, je sais pas, et Marine, tu nous en parleras aussi, parce que je pense que Cindy et Elise, vos problèmes de santé mentale, entre guillemets, ont été très liés à des traumas. Ouais. On verra si l'histoire me contredit, mais moi, c'est très cérébral, en fait.
même si j'avais plus de temps pour être seule avec moi-même, je l'aurais quand même eu. Et du coup, il y a des moments où tu t'es pas sentie légitime parce que tu t'es dit, mais en fait, j'ai pas quelque chose qui est venu déclencher le. Et ben, alors moi, ça a été très très dur parce que, en fait, je pensais que c'était du coup contrôlable. Déjà parce que je suis quelqu'un qui contrôle beaucoup de base, et parce que, et ça, bon, j'allais pas forcément en parler tout de suite, mais parlons-en, mais parce que, en fait, quand même, dans la mouvance un peu holistique que je soutiens pour plein de sujets, mais de moins en moins pour ce qui est psychologie, en fait, vu que moi, j'ai pas forcément été aidée par ma psy que j'aime beaucoup, enfin, du coup, mon ancienne psy que j'aimais beaucoup par ailleurs, mais qui était un peu démunie face à mon problème. Donc, disons-le tout de suite, parce que sinon, ça va être compliqué à comprendre. Je fais un disclaimer. J'ai fait des phénomènes d'ébullition mentale. Donc, d'activité mentale un peu. Ouais, d'activité mentale. Et donc, en fait, mon cerveau s'emballe. Et en fait, c'est un cauchemar. C'est-à-dire que vraiment, rien que d'en parler, j'ai limite envie de pleurer. J'ai vécu un cauchemar. Et avant, c'était assez épisodique. T'inquiète, maintenant ça va mieux, tu vois, mais je me dis, mais franchement, bref, c'était vraiment horrible. Et... Moi, je sens, meuf, ta peine, là. Ouais, bah... Là, tu m'as donné tout dans la main, là. Ouais, bah, t'as peut-être un truc énergétique. Ça va? Mais ça va, non, ça va vraiment mieux, mais quand je repense, en fait, à ce que je vivais, c'est un peu comme ce que tu décris, mine de rien, avec la paralysie, mais sauf que, en fait, moi, j'étais en ébullition mentale non-stop toute la journée, et donc, si tu veux, ça m'est arrivé, je dirais... 4 fois dans ma vie, mais ça a duré genre 2-3 semaines. Donc en fait, un moment, juste du jour au lendemain, ça partait. Et donc je me disais, ok, trop cool, c'est bon, genre, mais tu vois, je vivais un peu dans la peur que ça revienne. Ça revient tout le temps. En fait. Et en fait, l'année dernière, ça a duré presque 1 an, tu vois. 1 an avec ça, non-stop. Et où en fait, comme du coup, c'était pas une dépression, c'était pas, quelque chose d'assez, c'était pas une maladie physique, j'en ai parlé à personne. Et ça t'a rassuré de mettre un terme dessus? Parce que c'est la première fois que j'entends ce terme. Oui, mais ça le diagnostic est tellement important. Je remercie le Seigneur. Mais non, mais même pas, pour moi c'était même pas le diagnostic, c'est le médicament, en fait. Je suis d'accord, parce que moi, le traitement, seul, en fait, je l'ai eu assez tôt. J'ai eu de la chance, mine de rien, du coup, ça fait quand même longtemps que je faisais ces épisodes par-ci par-là. Mais j'ai rencontré juste un super psy qui psychiatre, bosse. du coup. Et bah, alors, c'était un psychothérapeute, mais qui bosse dans un centre avec un psychiatre. Et je mettrai le centre dans la note de l'épisode parce que ils sont tellement bons. Genre, c'est un centre spécialisé dans les troubles de l'anxiété et de l'humeur. Ils te font faire des vrais diagnostics où tu remplis des feuilles, tu décris tout. T'as un scan avec quelqu'un qui est entre le psychothérapeute et le psychiatre. Et au dernier moment, tu vas voir le psychiatre et il te donne ton traitement et hyper adapté. Et au début, j'étais hyper dubitative. Donc moi, au début, genre, j'ai refusé de prendre des médicaments, tu vois, parce que ça fait super peur. À notre âge. Mais ouais, mais parce qu'en plus, j'avais des amis qui ont vécu des trucs difficiles et qui sont pas sous médoc, donc pour toi, c'était pas normal. La comparaison, c'est vraiment pas du tout. La hiérarchisation des douleurs, c'est. Mais oui, mais au début, tu sais, t'essayes de trouver là où tu peux. Ah, mais bien sûr, oui. En fait, moi, je voulais le dépasser, tu vois. Je voulais pas me dire, en fait, je vais être sous médicaments à vie. Et en fait, mais quand je vous dis que j'ai essayé mais tout ce que tu peux essayer, j'ai l'acupuncture, les trucs énergétiques, j'ai essayé, j'ai l'hypnose, bien sûr, j'ai essayé les retraites, mais tout, des magnéticiens, des énergéticiens, enfin, tu vois, et chacun, il te disait qu'ils avaient déjà vu ça et que oui, ça allait aller mieux. Donc moi, je demandais que ça. Et comme moi, c'est un truc qui pouvait partir très vite, en fait, je m'accrochais à ça. Et donc, je pense qu'il a été le plus dur à vivre, vraiment, c'est d'accepter que je pouvais rien faire. C'est dur, hein, cette impuissance. C'était tellement dur, parce que du coup, je me sentais responsable. Mais en même temps, tu vois, voilà, que j'aille seule, que j'aille méditer, que j'aille voir des amis. Puis en plus, t'es vraiment une meuf elle était toujours là, tu vois. C'est la première fois que tu pouvais lâcher prise, parce que mais du pour coup, une fois, tu pouvais pas. Ouais, mais ça m'a pas fait du bien, tu vois. Mais du coup, Louise, est-ce que tu écoutais les gens, tu entendais les gens, du coup, genre on te parlait, mais tu faisais ta liste de courses dans ta tête? Bah en fait, c'est comme si je devais me battre tout le temps avec quelque chose. Ouais, pour rester. Mais dis-toi, j'ai tout fait. J'ai tout fait. On t'a parlé du TDAH? Ouais. C'est mon premier trouble à la base. Ouais. Du coup, voilà, je rentre dans le... Vas-y, rentre. J'ai trop monopolisé. Je me permets là. Et après, Marine, elle nous parlera aussi. Ouais, j'ai trop hâte de t'écouter, madame. C'est un peu comme la lecture, j'ai l'impression. Enfin, là, Vas-y. C'est gros dit comme ça, mais parfois, on n'arrive pas... Enfin, moi, j'avais beaucoup de mal à lire. Je lisais, mais en fait, je pensais à autre chose dans ma tête. Du coup, je relis la page, mais je... Bah, c'est ça, mais c'est ça avec une douleur en plus. Même le film, c'est ça avec une douleur. Je viens de regarder 30 minutes, c'est même plus c'est qui, lui.
Moi, ça m'arrive de temps en temps, je regarde un film, Ouais, t'es pas dedans. je pars 2 minutes dans ma tête, je reviens, mais c'est qui ces gens en fait On est où là Tu vois. Et donc ça a été ton premier... Donc, moi, je t'explique. Moi, comment ça s'est passé. Alors, bon, déjà, j'ai une enfance très, très, très traumatisante, vraiment bercée par les violences intrafamiliales. Je suis très contente que ce mot existe, à savoir les coups et l'inceste. Voilà. Donc, j'ai grandi comme ça jusqu'à mes 13 ans. Ensuite, j'ai été placée, donc j'ai porté plainte, machin. J'ai été placée en famille d'accueil, en foyer, et je vous raconterai tout ça dans mon livre qui sort bientôt. Trop bien. Ça s'appellera Hyper Vivante. Trop bien. Pourquoi j'étais pas au courant? Et parce qu'on s'est pas vu depuis longtemps en fait. C'est vrai. Voilà. Donc du coup, moi je rentre dans ce monde un peu de la psychologie. J'y suis déjà entre guillemets par la force des choses parce que je suis une enfant de la DAS comme on dit. Et ça, tu vois, aujourd'hui, je suis super contente de pouvoir le dire sur Internet parce que tu connais mon histoire, tu connais mon histoire et tu sais à quel point je me tais depuis des années et je porte toute seule le poids de tout ce qui m'est arrivé alors que c'est pas de ma faute. Et aujourd'hui, si je vais bien, c'est parce que j'ai compris que c'était pas de ma faute. C'est pas de votre faute. Ouais, c'est pas de votre faute, vraiment. C'est le plus important qu'il y a à retenir. Et toute ma vie, je me suis dit, mais il y a un problème dans ma tête. Il y a un problème. Déjà, j'avais très peur de la bipolarité, parce que tu as le droit aussi d'avoir peur de certains de tes diagnostics. Je ne suis pas bipolaire du coup, mais j'ai eu peur de cette maladie, parce qu'elle est très peu connue. Avec la psychophobie, tu as l'impression que, oh là là, bah, si t'es bipolaire, non, non, non. Alors que pas du tout, il y a un traitement, et puis tu avances comme tout le monde. Et toute ma vie, on m'a dit, mais tu réfléchis trop, tu te prends trop la tête, mais Cindy, tu penses trop. C'est comme si c'était ta Ça veut faute. dire quoi, trop penser? Ah, t'as raison, je vais dire à mon cerveau de se calmer un peu là pour réguler. Mec, tu te tairais pas 2 minutes? Non, ça marche pas comme ça, tu vois. Et justement, je commence à faire des petites paralysies du sommeil, mais ça, tu vois, c'est vers 17-18 ans, quoi. Pépite, vraiment, petite pépite. Donc moi, pareil, je me réveille, j'ai des hallucinations auditives, je suis dans mon lit, j'ai l'impression que la baignoire a débordé et qu'il y a de l'eau dans tout l'appart. J'entends mon chat qui miaule, je ne peux pas l'aider. Je suis en cauchemar, en fait, je suis en paralysie du sommeil. Je suis réveillée, j'essaye d'appeler mon mec, je hurle, il n'y a rien qui sort. Ça a été l'enfer. Vraiment, ça a duré 5 minutes, mais je me rappellerai toute ma vie. Et suite à ça, je me dis, bon, c'est peut-être un peu bizarre, mais je continue à avancer parce qu'il y a la vraie vie, il y a Team BS, il y a un poil de chat qui se balade. Il faut que je reste concentrée. J'ai mon bac à passer. Team BS, la fouine, on pense fort à toi, on t'embrasse. Vraiment, c'était une bête d'aventure, mais du coup, je suis encore dans une vie très stressante. Je suis toujours dans le stress, en fait. Ouais. Je reste là-dedans, dans la pression médiatique et tout. Je mets un terme à ma carrière parce que j'avais envie d'avoir une vraie vie. Et c'est à ce moment-là que par la force des choses, l'année 2020... Alors, je fais une première dépression en 2017. On me propose un traitement que je refuse parce que toute ma vie, on m'a dit que tu n'avais pas besoin de ça. Moi, je suis plus forte que ça, que truc. Je m'en sors bien, Dieu merci. Et puis, moi, il m'a fallu une année très difficile comme 2021, je crois, pour vraiment me rendre compte que j'avais besoin d'aide, en fait. Et que je ne suis pas seule et que c'est pas de ma faute et qu'il y a des vraies solutions. Aujourd'hui, tu vois, je suis capable de te parler j'ai eu des problèmes de mémoire aussi à cause du traitement, notamment, puisque je suis sous 40 grammes de paroxétine. Voyez des psys, en fait. Il y a des solutions pour vos cerveaux. Et je te parlais du TDAH, c'est mon premier diagnostic. Je suis une enfant hyperactive non diagnostiquée. Donc ça veut dire que j'ai grandi toute ma vie avec l'ébullition mentale dont tu parles. Donc c'est pour ça que je te voyais rougir et je ressentais ton truc parce que je sais exactement ce que c'est. Mais dans ma tête, frère, ça ne s'arrête pas. Ça, c'est pas la même chose du coup. Non, c'est pas la même chose. Okay. Moi. Mais c'est juste, voilà, c'est pas le TDAH, on n'a pas le même truc, mais je reconnais ce symptôme est un peu similaire. Ouais. Cette ébullition mentale, elle est sans fin dans ma tête. Donc là, c'est un gros traitement que je vais commencer à prendre à base de Ritaline. Je vous raconterai si ça se passe bien. Mais du coup, tu as ton premier diag. Et en fait, le diag, c'est comme l'iceberg, tu vois. Donc moi, TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et tu vois, toute ma vie, je disais des phrases du style « J'ai vraiment la capacité de concentration d'un enfant de 5 ans. » Oui, Cindy. Oui. C'est pas grave. C'est culpabilisant. Parce qu'à l'époque, tu le disais en mode c'est un peu ma personnalité comme ça. Trop bête. Alors tu te rappelles me dire ça? Oui, non mais c'est alors que c'est un trouble, genre. Ouais, et c'est pas grave. Soignez-vous, madame, genre. Voilà. Oui. Soignez-vous, genre. Pareil, ensuite tu découvres du coup. Donc la base c'est ça, mais tu découvres qu'en dessous de l'iceberg, il y a la dépression, les troubles anxieux, le trouble borderline. T'as un package. T'as un petit. Voilà. Ta première maladie, puis toutes les autres là-bas là, qui font un petit tour. Et est-ce que vous avez réussi à affronter le sentiment d'injustice qui vient avec. C'est dur, hein? Encore aujourd'hui, pas du tout. Pourquoi moi? Faut juste voir nos comptes Twitter privés, t'inquiète. Hein. Moi, par rapport à ça, par rapport à ma maman, ça va plus loin qu'elle. Là, pour le coup, j'ai eu une petite période de colère, parce que j'en ai parlé récemment, mais ma maman, c'était un suicide. Et ça a été une phase de tristesse, après de pourquoi, et après de colère. Et la phase de colère, elle dure un petit moment.
Et après, bah, ça revient une phase de encore en tristesse. colère, là, ou... Non, plus Non. du tout. Du tout. Et ça, c'est aussi quelque chose, tu vois, que j'avais vraiment du mal à comprendre avant, le suicide. Moi, c'est ma grand-mère qui s'est suicidée, et je l'ai jamais connue, hein, c'était avant ma naissance. Et tu vois, tu sais, quand t'es petite, tu dis un peu, oh, c'est égoïste, ils laissent leurs enfants, machin. Mais en fait, quand tu passes par une phase très difficile, Et quand tu penses toi-même, tu te dis, mais en fait, c'est la parfois, seule c'est solution. trop difficile. En fait, c'est quand tu souffres trop, bah bien sûr. Enfin, En moi, fait, j'ai tu fait vois, 2 tentatives de suicide l'année dernière. Donc, j'en avais jamais parlé. Hein. C'est la première fois que ça sort de ma bouche. J'en ai parlé juste à Seb. Désolée de ne pas vous l'avoir dit. Et de ne pas vous avoir appelé dans ce moment où j'avais vraiment, vraiment besoin d'aide. J'aurais dû penser à vous, mais j'ai pas osé. J'ai fait 2 tentatives. C'est pas... Tu veux pas mourir. Tu veux que ça s'arrête, en fait. Ça fait trop mal. C'est trop... Tu peux plus... Il n'y a que ça. Et en fait, tu vois la colère dont tu parles. Mais bien sûr que je suis en colère. Moi, je suis aujourd'hui traitée parce qu'on m'a violée pendant que j'étais gamine. Lui, il est pas en prison, il a pas de médoc. Hein. Chaque matin, en fait, par mois, tu rajoutes ma pilule et tout, je suis à 90 gélules dans le ventre. Je te parle même pas des trucs capillaires ou obligée de complémenter mon alimentation parce que ce traitement est lourd. Par exemple, j'ai 0 libido, j'ai des gros problèmes de cauchemar, donc je dois rajouter d'autres médocs sur les médocs. Et lui, là, il est à la retraite et il va très bien et il a ses 2 enfants. Ouais, ça c'est... La colère t'inquiète. La colère t'inquiète. Et c'est pour ça que je suis militante. Parce qu'en fait, il faut bien qu'on s'en serve de cette rage. C'est pas une colère, c'est une rage. J'ai la haine. Et pourtant, j'aime la vie. Mais à l'intérieur, il y aura toujours ce feu en moi. C'est pour ça qu'on peut pas me reprocher d'être une meuf impulsive, c'est impossible. Cette injustice, elle est injuste jusqu'à la fin. Parce que maintenant, il y a prescription. Et comment tu l'as ressenti, toi, Marine? Ouais, madame, tu veux pas parler avec nous, là? Mais je vous écoute, vous êtes super intéressante. Non, l'injustice, je pense que ouais, vraiment tout le temps, ça a été super dur d'accepter que quand j'ai vu quelqu'un, le médecin qui m'a posé du coup ce diagnostic de anxiété généralisée, donc c'est un vrai trouble. Ah oui, c'est le GAD, non? C'est Le TAG. Ah, Ouais, c'est en anglais, trouble peut-être. anxieux généralisé. Ouais. Du coup, quand on m'a mis ce diagnostic, du coup, pareil, antidépresseur, anxiolytique. Et j'ai vu énormément de personnes, comme tu dis, en fait, tu veux tellement t'en sortir que tu es prêt à tout. Prêt à tout faire. Oui, vraiment. Moi, j'aurais donné tout ce que je possède. Ah, mais vraiment. Franchement. Prenez tout, genre. Ouais. C'est vraiment trop tout. Genre. Oui, vraiment. Ouais, pour juste Et avoir c'est la pour ça paix, tu qu'au vois. final, il y a des charlatans ou des trucs comme ça, parce que vraiment, les gens, quand t'es en souffrance, t'es prêt à tout pour t'en sortir, quoi. Mais t'es même prêt à arrêter de vivre parce qu'en fait, c'est trop. Moi, ce qui m'a sauvée en vrai, c'est que je me suis dit, ma grand-mère peut pas m'enterrer, c'est impossible. Et c'est pour ça que je me suis pas suicidée. Ça a été la phrase qui m'a permise. Je voudrais faire une parenthèse sur les pensées suicidaires parce que c'est très spécial comment ça se met dans ta tête. Je suis désolée, Elise, si c'est compliqué. C'est comme quand tu fais la vaisselle et d'un coup tu te dis ah putain, bah si je veux me pendre, j'ai juste à le faire là. C'est ça, ça commence comme ça. Petit truc. Ouais. Deuxième idée que j'ai eue, au pire, au lieu de laisser une lettre, tu laisses une vidéo sur ta chaîne en non répertorié. Donc ceux qui devront la trouver, la trouveront. Tu te rends compte? Et je commence à écrire. Quoi? Non. Et là, je me rends 31-14, compte. c'est la ligne 31-14, ouais. Et n'ayez pas peur des hôpitaux psychiatriques parce que de temps en temps, votre état de détresse nécessite une hospitalisation et c'est OK. J'ai réussi à... Mais c'était une solution qu'on évoquait. Et c'est bien que tu en parles et que tu écrives sur le sujet. Et je sais que Emmanuel Carrère, qui est quand même un grand auteur français, a écrit, je crois que c'est Yoga, je ne l'ai pas lu encore, mais il voulait à la base écrire sur le yoga, parce que lui, du coup, c'est un bipolaire qui a été diagnostiqué tard, un stade assez poussé. Et donc, en fait, le yoga avait pu l'aider dans une certaine mesure, mais en fait, c'est pour ça que tout ce qui est holistique, pour moi, c'est des aides, mais qui ne compensent pas, qui ne Comme je soignent dis, c'est pas. le complément alimentaire, Et en lui, fait. il est allé, en fait, il voulait écrire un livre là-dessus, et en fait, il a fait une énorme dépression, mais vraiment très lourde, voilà, à un moment, et du coup, il allait en hôpital psychiatrique, et en fait, il écrivait, et il a testé des traitements sous kétamine, etc., parce qu'on commence à essayer de découvrir d'autres traitements. On commence même à faire enfin confiance à la drogue qui finalement n'est peut-être pas si en fait, mauvaise pour en des fait, gens ça comme dépend nous. quelle drogue. Moi, parce que du coup, j'avais un ami... J'en parle parce qu'il en parle assez librement. Il a écrit un livre sur le sujet, Jonathan Lehman. Du coup, c'est lui qui m'a. C'est un des seuls amis à qui j'en ai parlé l'année dernière. Les antidotes du Les bonheur. antisèches du bonheur. Ouais. Je l'ai vu en Namibie. Il a fait une dépression. Enfin, il était vraiment. Il a passé par pas mal de caps, par la drogue justement, etc. Et en fait, il est devenu très bouddhiste dans l'âme, on va dire. Et du coup, la méditation l'a beaucoup aidé, et notamment les champignons. Et en fait, du coup, il m'a expliqué que les psychédéliques, c'est une famille de drogues qui est non addictive. Donc voilà, il n'y a pas ce problème de la drogue qui est très grave. Et qui peuvent, mais vraiment, quand c'est
quand c'est médicalisé, donc j'encourage personne à le prendre tout seul. Quand c'est dans un cadre, c'est vrai qu'en fait, on est en train de revenir à l'étude des champignons, de la kétamine dans certains troubles. Voilà. Mais je pense que c'est aussi le problème. Tu vois, d'en parler trop, de le banaliser, en fait, c'est que le cannabis, hein, tout bêtement, pour je sais pas, parce qu'il y a quand même des CBD, personnes, tu vois. Oui, mais il y a des personnes il faut être suivi, je pense. Voilà, parce qu'il y a des personnes que ça détruit aussi, tu vois, le cannabis. Ouais, bien sûr. Donc c'est le problème, quoi. Je pense que c'est pour ça que j'aimerais. Ouais, il y a la parenthèse là. Il y a une énorme parenthèse sur la question du cannabis. C'est de plus en plus dépénalisé un peu partout dans le monde. C'est sûr. En vrai, il y a des études qui prouvent que ça peut aider. Certaines substances, enfin certaines fleurs bien spéciales de cannabis peuvent aider. J'attends, enfin moi je sais que je surveille les études, j'ai hâte qu'on puisse les études, même en faire une gélule, je m'en fous, je vais pas fumer, rouler et tout. Mais c'est ça, tant que ça peut aider, c'est ce qui compte. Mais il faut en effet voir les effets secondaires. Mais vous avez déjà des traitements qui existent pour tout ce qui est mental, genre vraiment, moi je vis beaucoup mieux aujourd'hui. Quand est-ce que, Marine, toi tu t'es dit j'accepte le traitement? En fait, quand vraiment on te dit il n'y a pas le choix, mais c'est super difficile parce que du coup, à l'époque j'avais 19 ans. Et en fait, tu as aussi ce truc où tu sors de ton rendez-vous, t'appelles tes parents et tu dis bah voilà, faut que je prenne des antidépresseurs. Et pareil, tu as aussi ce truc de génération où ils sont en mode mais ma fille, oui, en plus il y a aussi ce truc de pas victimisation, mais il y a aussi, tu vois, t'as l'impression qu'il faut aussi que tu rassures tes parents, alors que sur le moment t'es là genre alors que c'est toi qui les gars, c'est moi qui va pas bien, genre vraiment. Non mais oui, c'est super compliqué quand tu dois expliquer à tes parents que ce n'est pas leur faute, mais c'est pas parce que c'est pas leur faute qu'ils n'ont pas eu un rôle un peu dans ça. Pas pour le coup. Pas volontairement, mais. On parle pas d'inceste, c'est pas eux, tu vois, qui m'ont fait du mal volontairement. Mais ce truc de, par exemple, quand j'ai un diagnostic à 19 ans, alors que je dis que je vais pas bien depuis 12 ans, c'est ça. Ouais. Et là, tu vois, ils sont en mode, mais on t'a emmené voir des psys et tout. Ouais, mais en fait, t'as ce truc aussi où moi, j'ai été très, très en colère pendant très longtemps envers mes parents. Ouais. Parce que justement, ouais, vraiment, j'étais là, genre, mais j'étais une enfant, vous étiez les adultes, et pour moi, en fait, je pouvais rien faire d'autre que juste dire que j'allais pas bien. Et pour moi, en fait, c'est les adultes qui doivent me sauver, en fait. Genre, tu devais te protéger. Exactement. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais mon petit iPod Touch et tout, et tu vois, je faisais des recherches, j'essayais de dire est-ce que c'est normal que je n'arrive pas à respirer, et je me souviens aller voir ma maman dans sa chambre en mode regarde maman, j'ai vu, du coup moi j'avais la phobie de vomir, et j'avais vu du coup ce mot hémétophobie, et quand j'avais vu des articles sur l'hémétophobie où les gens décrivaient leurs symptômes, j'étais en mode c'est moi, c'est ma vie, et j'allais voir ma mère en mode regarde c'est ça, alors que pour eux c'était oui, bon, personne n'aime vomir. Ouais. T'as pas compris? Je pense qu'on a tendance, en effet, à minimiser et à vraiment à amoindrir les troubles psychologiques ou psychiatriques parce qu'en fait, on n'a pas envie. C'est-à-dire que tes parents, ils n'avaient pas envie que t'aies en fait un tag, tu vois. Et ils préfèrent ne pas le voir en se disant « Ah, ça va peut-être passer ». Alors que franchement, moi, je conseille à tous les parents qui me regardent, dans le doute, amenez votre enfant voir un psy, franchement, un psychiatre. Plusieurs, t'as raison. Demandez-lui comment ça se passe, gardez celui à qui ça se passe le mieux. Et franchement, dans la majorité des cas, ça peut pas faire de mal, quoi. Ça peut que aider. Et même moi, celle que j'avais vue enfant, qui était pas ouf, bon bah je l'ai pas revue, ça m'a pas fait de mal, tu vois. Mais je pense qu'en effet, il faut et ça c'est même des psychiatres, quoi. Mais parce que comme j'étais une enfant, j'ai toujours été je peux pas dire ça, mais dis-le. Sage. Non, justement. Genre, tu sais, justement, tu t'as dit à faire des blagues, à être le petit clown, c'est l'enfant un peu rigolo. En fait, je pense qu'il y a aussi ça n'a pas aidé parce que dans la tête de mes parents, c'était impossible. C'était pas compatible. Genre, non, Marine, c'est le bout en train, genre, elle fait des blagues, elle fait rire tout le monde, elle est super joyeuse et tout. Sauf que oui, mais c'est encore le cas aujourd'hui, alors que si tu fouilles un peu sur ma chaîne, je suis passée par des périodes extrêmement difficiles. C'est juste que il n'y a pas justement ce truc de ah non mais tu fais semblant d'aller mal parce que tu fais des blagues, ou non tu fais semblant d'aller mal parce que t'es pas en boule dans ton lit à te montrer comme ça. Chacun sa manière de le montrer et d'extérioriser. C'est pas en plus il y a aussi ce truc de c'est pas parce que je le montre pas que c'est pas ce que je vis, quoi. Totalement. Bah la preuve, moi je l'ai caché pendant 1 an et du coup c'est hyper difficile parce qu'en plus tu passes à côté de moments. Moi j'étais, tu sais, limite j'en venais vraiment à prier et à me dire mais s'il vous plaît, genre je ferai ce que vous voulez, j'ai juste envie de profiter. Et en plus, ce qui est dur, c'est que j'avais rien dans ma vie pour être triste, tu vois.
Mais en fait, de ne pas savoir d'où ça vient et du coup de te sentir un peu défaillante, je voulais une explication, tu vois. Une explication. Ou une maladie physique, tu vois. La maladie physique, oui. Mais je te dis Parce qu'au moins, t'as un traitement, la maladie physique, tu vois. Je sais pas, tu te casses une jambe ou tu vas limite, on t'ampute la jambe, tu continues à. J'ai un coupable. Ouais. Et tu C'est vas pas. pire de le savoir vivant et en bonne santé, je te jure. C'est vrai. C'est pire que tout. Franchement, je me suis déjà demandé, puisqu'on est vraiment dans les vrais... Là, on est dans les vrais mots, là. Je me suis déjà dit, mais s'il y avait une purge, est-ce que tu irais l'égorger, genre? Non. Je peux pas faire ça, ouais. Je peux pas ôter la vie d'un autre humain. Mais j'y ai déjà pensé, je pense, bien sûr. Mais Non, la vérité, hein, je me suis déjà imaginé rentrer chez lui, cramer sa maison, bien sûr. Pendant qu'il dort. Avec un petit coup de clé. Oui. Mais tu ne l'as pas fait. C'est le principal. Je l'ai pas fait. C'est le principal. Mais je pourrais donner 50 balles à quelqu'un. Toi non, mais moi, si quelqu'un, voilà. Si vous avez besoin d'argent, n'hésitez pas. Ça, c'est vrai, ce que je trouve vraiment, mais de toute façon, je pense qu'on ne pourra jamais comprendre, et heureusement, les agresseurs, mais tu vois, c'est non seulement, c'est juste horrible ce qu'ils font, mais je veux dire, à aucun moment, ils pensent à les conséquences que ça va avoir dans la vie. Enfin, l'inceste, je sais pas si c'est à les stats, mais c'est... Un enfant sur 10, pardon. Et un enfant sur 3 pour le harcèlement. D'accord, ouais. Désolée un enfant sur 10, c'est déjà beaucoup. Un Enfin, enfant sur déjà 10 par tonton ou papy, hein, quelqu'un de l'entourage. Ou mamie d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des petits garçons qui se font toucher par des femmes. Les femmes agresseurs sont moins là, mais elles existent et elles sont bien plus dangereuses parce que c'est des femmes, donc il y a ce truc de tu vois. Et ça, c'est dur parce qu'en fait, comment libérer la parole? C'est limite, faudrait dire à ton enfant à 5 ans, si quelqu'un te touche, tu viens me voir, tu vois. Bah ouais, mais on n'a jamais eu cette discussion à la famille. Bah ouais. En fait, on l'avait jamais eu. Et puis, faut savoir que la première fois qu'il m'a touchée, je me rappelle très bien. Mais dans les moindres détails, je peux te dire quelle heure il était et qu'est-ce que ça sentait autour de moi. C'est le souvenir le plus vif que j'ai d'une de ces agressions. Il m'en reste 3 ou 4 des souvenirs. Et il me dit, au moment, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais avec sa main dans ma culotte d'enfant, hein. Ma culotte était rose, petite culotte en coton, c'est la culotte du mercredi. Je me rappelle de tout. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Parce que je comprends pas, tu vois. Et il me dit, pardon papa, il a pété un plomb, je suis complètement fou, je suis désolée, parce que c'est mon ex-beau-père, j'ai le droit de le dire ici. N'en parle pas à maman, je sais pas ce qu'elle est partie, ça me fait de la peine et tout. Et en fait, à ce moment-là, il gagne. Il se victimise. Il gagne parce que je me dis, le pauvre, moi j'en suis à, je suis pas coupable. La justice n'a pas fait son travail, mais je suis pas coupable. Et qu'est-ce qui t'a aidé, à part les médicaments, à aller mieux tu vois, dans ce côté de... C'est pas du pardon, loin de là, mais en tout cas dans ce côté, je dois quand même avancer. C'est la libération de la parole, c'est tes proches, c'est mon art. Ok. C'est écrire. Je suis en train d'écrire un livre qui s'appellera Si j'avais su. Un film, pardon. Je suis déjà en train de... Je sais pas ce qui se passe, mais en fait, j'ai tellement souffert pendant des années que j'ai l'impression que aujourd'hui, j'ai le droit d'être vivante, en fait. Oui, là, j'ai l'impression... En ce moment, je ne m'arrête pas. Et pour ça, j'ai la voix cassée et que j'ai pas eu le temps de me maquiller ce matin. Mais genre, vraiment, j'ai des journées à rallonge, mais c'est que du kiff parce que je suis enfin libre. Ouais. Tu sais ce que c'est que de garder dans ta tête que le monsieur que t'appelles papa, il t'a touché pendant 5 ans? Parce que moi, même, on parlait des traumas et tout, ma mémoire, meuf, c'est un scandale. Tu me dis ton prénom, dans 2 secondes, je ne sais plus comment tu t'appelles. Je sais plus. T'as trop de choses dans ta tête. Il y a trop de trucs, meuf, c'est trop. C'est pour ça que je voyage tout le temps aussi, 35 pays visités. Ça veut dire quoi? Tu cherches à fuir, bien sûr. Et ça, moi, ça m'interpelle aussi, Marine, parce que je sais qu'on avait discuté ensemble, parce qu'on faisait un shooting je ne sais quoi l'année dernière en Italie, et que tu m'as dit en toute transparence, en fait, moi, si c'est en Italie, je peux pas y aller à cause de mon anxiété. Ouais. Et donc, sachant que aujourd'hui, tu es sous traitement, t'as quand même... Non, là, j'ai plus de traitement. Ah, t'as choisi d'arrêter? Ouais. D'accord. Tu peux nous en parler? J'ai pris antidépresseurs pendant 2 ans à peu près. Et le problème, c'est que j'ai pas réussi à arrêter de prendre des anxiolytiques. D'ailleurs, je n'ai jamais arrêté depuis, ça doit faire peut-être 5-6 ans, tu vois. J'ai arrêté d'en prendre en tant que traitement où c'est vraiment, tu vois, tu dois en prendre tous les jours pour calmer des crises. Là, c'est vraiment juste... En cas de crise. C'est horrible le mot, mais c'est mon doudou, tu vois. Genre là, j'ai mes Lexomil dans mon sac, tu vois. En fait, il faut toujours que je l'ai sur moi en cas de crise où je me dis, si jamais ça va pas... C'est une réassurance. C'est ça, en fait. Sauf que du coup, il y a eu une période... Où tu en prenais trop. Où j'en prenais trop, alors qu'on m'avait dit que j'étais censée être en période de sevrage. Et en fait, c'est super compliqué d'arrêter. Et je me souviens qu'il y avait même une période où j'avais fait plusieurs médecins pour m'en faire prescrire. Ils avaient refusé. Et du coup, j'avais commencé à chercher un moyen de m'en procurer, pas de manière illégale. Et au final,
c'est horrible de dire ça sur la chaîne parce que je le conseille pas, mais en vrai, c'est aussi une problématique réelle. Tu vas voir des médecins. Ils veulent pas donner ton traitement. Il y en a forcément un qui va finir par te le donner, tu vois. Ah oui. Tu vas voir quelqu'un. En fait, au début, j'allais voir en disant, voilà, j'ai été sous antidépresseur, anxiolytique, là j'en ai plus, il m'en faut. Bah du coup, non, je vous conseille d'aller voir votre médecin qui vous a prescrit machin. Je suis allée voir quelqu'un, j'ai dit, bah en ce moment ça va pas, ça fait vraiment 2 mois, je comprends pas ce qui m'arrive. Et là, du coup, on te redonne. Non, mais parce qu'il y a aussi, je pense qu'il n'y a pas assez d'accompagnement. Pourquoi est-ce qu'ils t'ont sevré? C'était prévu, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est censé te soigner un certain temps. Bah, les anxiolytiques, en fait, les anxiolytiques, tu peux vraiment devenir accro. Et moi, je sais que il y a une période, je pense pas l'être encore, mais la barrière est floue, quoi. Quand je te dis que si là, tu vois, j'étais sortie de chez moi, ça n'arrivera jamais puisque je l'ai toujours sur moi, mais si j'étais sortie de chez moi, que j'avais fait 20 minutes de métro et que j'avais oublié mes cachets, je rentre chez moi et je te dis désolée, mais j'arrive dans 1 heure, tu vois. Donc. Mais parce qu'en même temps, la santé mentale, c'est la priorité. Voilà, et du coup, l'addiction, est-ce que je suis plus addict dans le sens où je ressens plus des signes de sevrage, de manque, tu vois? Mais il y a toujours ce truc de si je l'ai pas sur moi. T'as besoin d'être rassuré, quoi. Voilà. Mais ça, je pense que c'est un peu le trauma. Ouais, c'est ça. En vrai. Tu sais que j'ai vraiment senti ce dont tu parles, le moment où t'as besoin. En fait, ton corps fait des fausses crises pour que tu prennes ton médoc. J'ai vraiment observé mon corps faire ça. C'est vrai que c'est un problème, tu vois, parce que là, enfin, en tout cas, nous trois, on prend quelque chose. Tu prends rien, toi, du coup, Élise? Jamais. Donc, non, mais tu vois, en fait, moi, je suis contente qu'on en parle parce que je pense qu'en fait, il y a un écueil aujourd'hui où. En fait, il y a trop d'extrêmes. C'est-à-dire que soit on est team médecin, soit on est team holistique. Ben moi, je suis team les deux, en fait. Je pense que les deux ont quelque chose à apporter. Et d'un côté, oui, on est sous traitement et ça nous a vachement aidé. De l'autre, oui, il y a quand même des problèmes dans les médicaments. La preuve, ça génère aussi quand dans les même pharmacies, tu vois. Mais même dans les pharmacies. Pas... Moi, je me balade tout le temps avec mon gros dossier médical, frère. On dirait un dico, vraiment. J'arrive à la pharmacie où je vais tous les jours. En fait, parce que ça aussi, on n'en parle pas. Mais quand tu as une maladie mentale, les kilos de sacs de pharmacie à la maison, stop en fait. Et ça aussi, c'est super compliqué quand tu as 19 ans et que tu dois aller. Moi, je me souviens, première fois où j'habitais à Lyon, j'étais allée dans une petite pharmacie et je demande du coup pour la première fois, du coup, la meuf, je la connaissais pas, tu vois. Donc elle regarde l'ordonnance, elle me regarde, elle dit Vous êtes sûr que vous voulez prendre cet antidépresseur? Pareil. Vous avez 19 ans. Et je suis là, genre, en plus, qu'est-ce que tu veux lui répondre? Bah ouais. Non, je suis pas sûre en plus, mais. Finalement, non. Le petit gars, tu sais quoi, on annule. Ouais, on annule. Ça a beaucoup mieux. Et en plus, t'as envie d'annuler. T'as envie de dire, bah non, je n'ai pas envie de prendre ces antidépresseurs à 19 ans, mais en même temps. Je croyais que c'était une abonnée. Je croyais que t'allais dire que ça. L'angoisse. J'adore tes vidéos. Tiens ton Xanax. Ouais. Non, en sortant de chez la psy, l'autre jour, je me suis dit, bon, bah, je t'ai capté, genre, salut. Non, mais c'est pour ça que moi, tu vois, j'ai fait un reel la semaine dernière où j'écrivais, bah là, je vais chez mon psy, parce que la thérapie, c'est sexy. Pareil, j'ai préféré le dire. Mais ouais, mais parce qu'en fait, le consentement, c'est sexy aussi. Ouais. Oui. J'ai préféré le dire, pour me dire si je croise quelqu'un au moins, non, bah, je l'ai déjà dit, donc. Mais en fait, moi, je reste quand même assez curieuse, vraiment, de savoir pourquoi il y a un tel tabou autour de la santé mentale. Parce que dans la famille, quand la personne, moi, quand ma maman est décédée, j'avais la tante qui était venue me voir et qui m'avait dit. Si tu as besoin de voir quelqu'un, je peux te la conseiller, j'ai des numéros, j'ai plein de psys, je connais plein de monde. Et faut dire ce qui est, mais c'est un peu la tante folle. Enfin, c'est en mode, bon, on sait qu'elle va. Moi, j'ai accepté que je serais la tata alcoolique à table. Putain, merde. T'as toujours quelqu'un dans la famille où on t'a dit, dans la famille, bon, bah ça. Ou alors on t'a compris que c'est la personne un peu folle de la famille, mais bon, on l'aime. Même le mec dans ta classe, un peu chelou, qui met un casque anti-bruit alors qu'il est juste hyperactif. Enfin, tu vois, il y a plein de petites choses comme ça qui te stigmatisent complètement. Et même au-delà de ça, dans les pharmacies, moi, je suis désolée, t'es traitée comme une merde. Hein. On te jette tes trucs, tu demandes, bah voilà. Non, mais la vérité. Ça dépend où, je trouve. Perso, franchement, je trouve ça super compliqué. Donc, comme je te dis toujours, mon dico de toutes mes ordonnances, de bien voir. Un jour, j'ai plus de Xanax. J'arrive dans ma pharmacie où je vais une fois par semaine, je leur explique, ils me connaissent. Ils ont toutes les ordonnances. Mon psychiatre, il a eu un accident de voiture, je fais quoi? Bah non, désolé, on peut pas vous aider. Donc là, en fait, vous êtes en train de me dire une prolongation de l'ordonnance. Merci beaucoup. Et donc là, en fait, vous êtes en train de me dire que soit je vais dans un hôpital psychiatrique pour pas péter un câble, soit je rentre chez moi sur mon traitement et j'assume toute seule ma santé mentale qui est défaillante. T'imagines les conséquences que ça pourrait avoir? Deuxième chose, un jour, les pompiers arrivent à la maison pour une giga crise, mais une crise, je hurle, je contrôle plus. Une angoisse comme jamais de ma vie. La pire crise. La pire. Les pompiers arrivent et tout. On se met pas dans des états comme ça pour des messages, madame, parce que c'est cyberharcèlement à ce moment-là, donc j'avais peur qu'on vienne me tuer. D'où la crise d'angoisse.
Oui, faut pas se mettre dans des états comme ça et tout. Et le mec, en partant, me dit, vous suicidez pas, parce que je vais avoir des problèmes. En fait, il y a un manque d'éducation autour de ces sujets-là. Ouais, mais quoi. ce qui est fou, c'est qu'on n'a pas à éduquer des gens où c'est le métier, Ouais, quoi. les pompiers, j'avoue qu'en plus, ils devraient quand même être formés à ça. Mais je pense qu'ils sont pas formés à ça. Parce qu'eux, ils sont formés, entre guillemets, enfin, je connais pas assez bien les pompiers pour savoir, mais du coup, Je vais ils vous sont faire un à sauver les gens du feu, tu vois. Monsieur. Mais je pense, niveau santé mentale, ils ont pas l'habitude, quoi. Mais les policiers, mais en fait, même, genre l'éducation nationale, tu vois. Genre l'éducation nationale, on devrait dire à l'école, en fait, si vous n'allez pas bien, si on fait quelque chose, c'est ok, vous pouvez venir nous en parler, mais... T'imagines ce que j'ai ressenti quand on m'a dit, vous n'aurez pas votre traitement? Meuf, en fait, j'étais avec heureusement, j'avais Ophélie avec moi, ma meilleure amie, en fait, et genre, je l'ai regardée et je savais que j'avais le choix entre soit je m'effondre maintenant, là, je craque, je pète un câble, je retourne à la pharmacie, soit je tombe dans les pommes, j'ai senti le malaise me traverser, soit je rentre chez moi calmement et je ferme ma gueule. J'ai réussi à rentrer chez moi calmement et j'ai fermé ma gueule. Je suis arrivée chez WAM, j'ai fondu en larmes. Je me suis dit, non seulement tu as dû vivre tout ça et en plus aujourd'hui tu peux pas te soigner. Mais je sais pas, il y a pas l'assistant du psychiatre qui aurait pu t'envoyer un mail avec C'était galère de l'ordonnance et ouf, tout. il était tard, la Ouais, pharmacie ok. allait fermer, je savais que j'avais une nuit d'angoisse seule. Et en fait, je suis dans la maison où j'ai voulu me suicider encore, hein, donc voilà. Et ça, j'aimerais vraiment, si on peut un peu changer le monde là-dessus, ce serait bien, tu vois, déstigmatiser tout ça. Et bien sûr qu'il ne faut pas d'abus, et évidemment que c'est des médicaments c'est des gros traitements, c'est lourd évidemment. Mais j'en ai besoin, t'en as besoin, on en a besoin. Non, tu mais il vois. faudrait, en fait, pour moi, c'est la pharmacie limite, entre guillemets, elle fait son taf. Mais pour moi, c'est le psychiatre, même si c'est un accident, il faut qu'il y ait une solution en fait. Le jour où il n'est pas là, pour X ou Y raison, il a une assistante ou un assistant qui envoie voilà, le truc pour dire oui, c'est bon, il y a le tampon de la médecine quoi. On devrait laisser aux gens comme nous, entre guillemets, donc ça veut dire les plus beaux de la planète, les plus sexy, on devrait laisser une ordonnance qui est valable 1 an. En cas de, t'as plus rien. Ouais, mais regarde, le truc, c'est que moi, pour le coup, qui avait du coup une dépendance aux anxiolytiques, Tu t'en serais servi si on direct. m'avait laissé une ordonnance de 1 an, Non, c'est pas ce que je dis. Une ordonnance juste valable 1 an, ou pendant 1 an, tu peux aller dans n'importe quelle pharmacie, une fois, te chercher une oui, mais attends, les boîte gars, de rechange. la boîte de Lexomil, elle me dure 1 an, quoi, genre. Ah ouais, mais il y a peut-être des petites boîtes. Genre, tu Ouais. vois, ça Après, s'ajuste quoi. Encore une fois, genre, c'est tout le problème des médicaments, c'est que ça peut aider, mais il y a aussi tout un truc où. Ça peut être très destructeur. Bah, tu veux te suicider, t'as juste à tous les boire. Hein. Et toi, ça m'intéresse quand même, ce côté, pourquoi t'as arrêté le Prozac, l'antidépresseur? Parce que du coup, moi, l'antidépresseur, j'étais pas diagnostiquée dépressive, Ouais, donc c'était pas pour une dépression, mais il y a des antidépresseurs qui agissent dans les troubles anxieux généralisés. Et en fait, je l'ai pris à une période de ma vie où c'était un trouble anxieux où je ne pouvais plus sortir de chez moi. D'accord. T'es vraiment enfermé chez toi. Je pouvais même pas aller à la boulangerie à 50 mètres. C'était une épreuve rien que pour aller chez mon médecin qui était à 250 mètres. Et je me souviens de crises que j'avais fait sur le chemin où j'étais allongée par terre dans la rue en crise où les gens devaient venir te voir. Enfin, vraiment des trucs, je ne le souhaite à personne, vraiment. Mais du coup, il y a aussi ça qui est super compliqué, c'est que pour aller se faire aider, il y a aussi des maladies comme l'anxiété. Rien que la démarche d'y aller, en fait, c'est faire face à tous mes symptômes qui me font peur, tu vois. Et pourquoi t'as pas fait une téléconsultation? C'est con, et peut-être qu'à l'époque, il n'y avait pas Bah, encore... à l'époque, il y avait, Ouais. enfin, ça devait Aujourd'hui, peut-être je me dis, ça exister. peut aider, tu vois. Maintenant, oui. Mais à l'époque, non, il fallait y aller. Et puis, je pense que pour donner des traitements, il faut C'est sûr que c'est mieux de voir la personne quand même. Mais je sais qu'il y a de plus en plus de personnes, justement, qui traitent l'anxiété, où ils se déplacent chez toi. Parce que du coup, moi, c'est vrai qu'il y a plein de gens, je pense qu'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo qui vivent ça, où tu peux avoir une anxiété qui est telle que tu ne peux même pas sortir de chez toi. Et c'était un stade où mes parents devaient venir, alors qu'ils n'habitent pas du tout à Lyon, les gens devaient venir faire mes courses, les gens devaient venir me les porter. En fait, c'est pas, tu peux pas sortir de chez toi, tu peux pas aller boire des verres ou quoi, c'est non. Tu ne peux pas sortir de chez toi, genre ne serait-ce que pour aller chercher ton courrier de la boîte aux lettres qui est dans ton hall en bas, tu vois. Et est-ce que quand t'étais chez toi, t'étais bien? Ah non. Et en plus, t'es chez toi et t'es en constante anxiété. On m'a toujours appris à noter ton anxiété sur une échelle de 0 à 10. Et à cette époque-là, j'étais en anxiété constante de 9. Ah ouais.
avec des pics à 10, du coup, quand tu fais des crises, mais constantes de 9. Et c'est là où, du coup, on te dit, bah, du coup, il va falloir forcément prendre des médicaments. Parce que sinon, c'est pas vivable. Je me serais foutu en l'air, genre, clairement. Ce que je trouve intéressant dans ton cas, c'est que du coup, toi, ça a été temporaire et ça t'a vraiment aidé à aller mieux, quoi. Bah en fait, ça a été une béquille. Ça m'a sorti de ce truc où en fait tu ne peux pas, socialement tu ne peux pas rester enfermé chez toi. Donc ça m'a permis de passer de ce stade-là à petit à petit. C'est ultra compliqué de sortir de chez moi, mais tu peux quand même aller faire tes courses. Aller chercher le Exactement. C'est à ce moment-là qu'on s'est vu sur Paname pour la première fois à peu près. Tu commençais à sortir. Ouais, mais ça a été. T'avais déjà ta chaîne à l'époque? Et bah ça faisait quelques mois et justement c'est cette période où en fait où je suis vraiment, comme j'ai dit, du coup, depuis le collège, j'ai toujours été anxieuse. Mais il y a eu un basculement où, pareil, j'ai vécu un traumatisme où j'ai fait une amnésie traumatique. Tu peux nous en parler ou... C'est une agression sexuelle. D'accord. Du coup, amnésie traumatique, c'est ton cerveau qui, pour te protéger... Tu vois, je suis même en colère envers mon cerveau parce que ça te protège sur le moment. Mais comme tu dis, quand ça revient dans ta vie, t'es en mode... Pourquoi ça a été sous le tapis? Surtout que pour le coup, une amnésie traumatique, c'est que tu n'as même pas conscience de ce que tu as vécu. Et du coup, en fait, tu as des symptômes physiques d'un traumatisme, mais tu n'as pas le trauma, tu sais pas où il est. Tu sais pas? Tu sais pas ce qui s'est passé. Ouais. Et comment ça t'est revenu? J'ai été voir un hypnotiseur. Et je pense, avec le recul, vu ce qu'il m'avait dit, je pense que dès le début, il l'avait senti. Et il m'avait dit, si vous avez des flashs de quelque chose après nos séances, n'hésitez pas à m'en parler et tout. Et c'est vrai que du coup, après plusieurs séances, quand je revenais chez mes parents, donc dans la ville où ça s'est passé, que je revoyais des amis, puisque du coup, ça s'est passé à une soirée quand j'étais bourrée. On a essayé de m'agresser quand j'étais complètement inconsciente dans un lit. Et je t'aime, je suis fière de toi. Quand je voyais mes potes qui étaient à cette soirée-là, j'avais un peu des flashs de soirée et tout. J'étais en mode, mais attends, mais cette soirée, en fait, je me souviens de la soirée. Mais il y a un moment qui manque. Et en plus, comme t'es bourré, en fait, tu te dis, ouais, j'ai fait un blackout classique d'alcool. Alors que non, c'est pas ça. C'est pour ça que tu vas plus. Après que, non, c'est pas que pour ça, mais en partie. Quand après, t'as des flashs qui reviennent, je suis allée voir l'hypnotiseur avec qui je faisais les séances et je lui ai dit, bah, vous aviez raison, j'ai des petits flashs. Et là, il m'a dit... J'espère que vous êtes prête, ça va être du coup la vraie séance. Et là, il passe de derrière son bureau à côté de moi. C'est une séance qui dure 2h30. Il est à côté de moi et il te fait... il m'a posé la question si je voulais revivre le moment. Et moi, à l'époque, j'étais tellement en souffrance et tu as ce truc de... Tu veux une réponse et tu veux savoir pourquoi ça va pas, que j'étais là, oui, je veux revivre ça. Et du coup, il te remet dans un état... second d'hypnose et il m'a fait revivre la scène dans la chambre où je suis pas la personne je me vois en fait. Je suis dans le coin de la pièce et je vois ce qui se passe. Et tout ce qui s'est passé, ça expliquait tellement de choses parce qu'en fait, oui, j'ai toujours été une personne anxieuse depuis le collège, mais j'avais senti un switch où on passe de quelqu'un qui est anxieux à quelqu'un qui peut plus sortir de chez lui, qui est tout le temps obligé d'être à côté d'une issue de secours, qui quand t'es au cinéma, faut que tu sois à côté couloir, que tu peux pas être dans une pièce où tu peux pas t'échapper, tu peux pas prendre de taxi, tu peux pas voyager, tu peux pas voyager, tu peux pas être dans un endroit où tu ne peux pas t'échapper. Et en fait, la chose qui s'est passée, c'est que quand ce mec a essayé de m'agresser, j'ai réussi à me lever et à me débattre et il avait fermé la porte à clé. Oh, putain. Et du coup, j'étais comme ça à essayer d'ouvrir en étant bourrée, donc en plus. Et du coup, tout ça, ça explique. Et en fait, tu m'étonnes que j'aime bien être près des portes, tu vois, et partir, tu vois. Et du coup, t'as ce truc où c'est horrible parce que tu revis le traumatisme une deuxième fois. Même si c'est la première fois, mine de rien, ton corps, il l'a déjà vécu, tu vois. Donc, tu le vis une deuxième fois. Et en même temps, ça y est, t'as compris. Et en même temps, tu te dis... Ok, c'est ça. Donc on va pouvoir travailler sur ça. Tu pourras me donner le nom de ce mec? Il est à Lyon et tout. Oui, je te donnerai. Il était incroyable et du coup, pareil, il m'a beaucoup aidé sur ça. Donc tu travailles ce traumatisme, mais tu as ce truc. Au début, on parlait d'injustice. Ça a été super dur d'accepter qu'on m'ait dit. Alors on va pouvoir travailler tous tes traumas, mais il y a aussi factuellement des gens qui sont nés avec une sensibilité. Plus que d'autres et du coup toute ta vie en fait moi j'allais voir les gens en leur disant s'il vous plaît aidez-moi, je veux être quelqu'un de normal, je ne veux pas stresser, je ne veux pas, et en fait on m'a regardé, on m'a dit mais
genre Marine, c'est toi le stress. C'est toi. C'est ta nature, quoi. C'est ta nature. Et en fait, c'est faux. Si, je pense qu'il y a quand même une nature des gens plus anxieux que d'autres. Plus sensibles, peut-être. Et c'est là où tu te dis, ok, c'est injuste parce que toute ma vie, je serai jamais cette personne chill, cool, qui se prend pas la tête. Le mot chill m'a toujours fascinée. Élise a l'air assez chill. T'es la représentante des chill. Bon, c'est dedans quand même, ça reste... Non, j'arrive à être plus... Ouais, merci d'en avoir parlé. Et ça, moi, c'est vrai que ça me fout encore plus la rage, quoi, de voir tous ces mecs, parce que quand même, 99% des agressions sexuelles sont perpétrées par des hommes qui vont ruiner la vie de femmes qui, tu vois, n'ont rien demandé. Et pour qui c'est totalement normal, en fait, il n'y a pas de problème. Je pense que pour lui, ce qu'il faisait, c'était normal, tu vois. Oui, parce que du coup, c'était... au final, c'était au lycée que ça s'est passé. J'ai eu les flashs 2 ans après. Et du coup, bah forcément, t'as cette un peu... C'est malsain, tu vois, mais t'as envie de retrouver son Facebook, t'as envie de retrouver son Instagram, t'as envie de voir ce qu'il devient. T'as confronté la personne ? Non, je l'ai pas confronté, mais du coup, je l'ai retrouvé son Facebook. Et quand j'ai voulu regarder un peu les messages qu'on s'était envoyés, il m'avait envoyé un message le lendemain en disant « J'espère qu'on va se revoir, j'ai adoré cette soirée avec toi. » Et à partir du moment où j'ai vu ce message, j'étais là... Parce que du coup, l'amnésie traumatique, je suis même pas sûre. Je crois que maintenant, oui. Mais tu vois, si jamais je voulais porter plainte contre lui, je sais pas si du coup ce serait possible. Ce serait possible parce que c'est un truc que j'ai oublié et du coup, les gens peuvent se dire mais c'est possible maintenant. Tu l'as inventé, tu vois. Mais c'est pas ton travail. Ça, c'est le travail de la police qui fait son enquête après. Oui. Donc tu peux porter plainte si tu souhaites. Et c'est 30 ans pour les agressions sexuelles la prescription. J'y ai pensé à un moment donné et au final. Ce truc justement il a niqué ma vie, alors il a niqué une partie de ma vie, mais pour moi il a pas niqué ma vie, genre... Moi non plus, je suis d'accord avec toi. Pour autant, je me suis fait réagresser, mais ouais. En fait, pour moi, c'est pas une hiérarchie, c'est-à-dire que je pense que vous devez vous écouter, quoi. Ouais. C'est à partir du moment où vous avez été victime d'une agression, et ben c'est voilà, vous, est-ce que vous avez envie de porter plainte? Il y en a que ça aide à avancer, voilà, tu vois, et il y en a qui au contraire, et je respecte aussi, jugent que non, ça va pas les aider, en fait, ça va faire durer le truc. Mais surtout que il faut quand même un sacré courage pour affronter son agresseur dans un tribunal. Ouais, moi, à 13 ans, j'étais déjà dans les tribunaux avec mon histoire familiale, donc j'ai grave l'habitude. Mais t'es pas censé avoir l'habitude. Et ça, c'est pareil, en fait. C'est que tu t'habitues à tes traumas, tu t'habitues à cette souffrance. Et puis toi-même, tu les minimises. C'est-à-dire que là, dans le cas de ce qu'on a, enfin, moi, par exemple, je l'ai pas minimisé parce que j'étais vraiment au bout du rôle, mais que je pense que dans des tentatives d'agression ou dans des agressions qui sont pas ce qu'on appelle le viol total, enfin, ce qui est absolument absurde, tout est un viol dans tous les cas, mais oui, mais moi, par exemple, c'est pas un viol, tu vois, il a pas réussi, donc c'est pas un viol. Voilà. Et donc tu vas avoir tendance à minimiser la chose, alors que le trauma peut être tout aussi important parce qu'en fait c'est hyper traumatisant. C'est pas parce qu'il a pas réussi qu'il a pas essayé, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui portent pas plainte, en effet, parce qu'elles disent qu'elles sont pas légitimes alors qu'en fait, moi j'incite toutes les personnes qui ont envie d'y aller parce que c'est légitime en fait. Et c'est comme ça qu'on fera bouger les choses sur Instagram. Ouais. C'est vrai, je vais vraiment... Moi, ça y est, là, j'ai plus honte. Mais pour autant, l'année dernière, on entendait des gens nous dire à propos de mon ex que tu connais, avec qui tu connais, tu l'as vu. Quand j'ai commencé à demander les témoignages et tout de soirée, de comment il me parlait mal ou des trucs comme ça, tu sens les gens qui sont en mode « Ah, je suis pas trop là-dedans. C'est super difficile de s'impliquer, je trouve. Ouais. Parce qu'en fait, il y a ce truc où, moi, je te l'ai dit, c'est super difficile de te dire... En fait, oui, ce gars, il faisait partie de notre du décor. Il était là, tu vois. Et du coup, oui, tu vois un peu tu captes des trucs. Des moments, genre. Ouais. Mais c'est tellement vicieux. C'était quelqu'un qui avait une énorme emprise sur moi. J'étais très amoureuse et il faisait ce qu'il voulait de moi, en fait. Vraiment, genre, j'étais sa petite merde. Parce que là, du coup, on a parlé des sujets assez lourds de santé mentale. Mais c'est vrai que en fait, la santé mentale... C'est tellement de choses, c'est-à-dire que ça peut être dans la relation, ça peut être dans le couple, est-ce que quelqu'un... dans le travail. Dans le travail. Moi, j'ai énormément de potes, le Covid n'a rien arrangé en plus. Ouais. Mais, et justement, ce truc des gens qui se sentent pas légitimes, je sais que j'ai une amie qui a fait je pense sincèrement qu'elle a fait un burn-out. Et pareil, putain, t'as 25 piges, accepter que tu fais un burn-out alors que tu vois tes darons qui eux charbonnent depuis des années et du coup t'es là et en fait tu te dis mais j'ai pas le droit, tu vois, genre c'est pas ça, il y a des gens qui font beaucoup plus, mais encore une fois vraiment
C'est la comparaison. La hiérarchisation des douleurs, mais c'est la pire chose, quoi. Ouais. Ne vous comparez pas, en fait. Vous dites pas, Il y a toujours pire de toute façon. Non, t'inquiète. J'allais dire, ça, je vois totalement. Pour le coup, quand on est influenceur, on fait des vidéos sur Internet, on est stressé, on n'est pas bien, on est anxieux. C'est terrible. Tu fais pas de vidéo pendant 1 mois et tu te dis, bon, ça va, mon papa est marin-pêcheur, il peut pas dire ça va pas. Enfin, ne pas aller au taf pendant tous les matins, il se réveille à 4 heures, il y a juste le dimanche où il peut... En fait, si, il pourrait. Il Non, pourrait. bien sûr, mais si on se compare, des fois il me dit, parce que lui il voit pas, mais il est en mode, pas trop de vidéos en ce moment Faut... Hein Ouais, on bosse, hein comme Ouais, mais ça allait pas trop. Mais Ça va, tu fais que des vidéos. Tu m'appelles. Tu m'appelles, ça va pas, c'est pas grave, on discute au téléphone. Je lui dis non, mais ça allait pas trop. Du coup, j'ai eu besoin de. Toi, j'ai prendre un peu senti de tes temps parties là. Ah bah, toutes les vacances d'été, comme ça. Elle m'a dit non, j'ai besoin. Quand je lui ai dit que je voyais une psy, j'étais trop fière. Je lui ai dit, ouais, de toute façon, je lui dis tout. Donc je lui ai dit, ouais, bah. Je suis contente, je voulais te le dire, j'ai pris un rendez-vous chez MC, il m'a envoyé plein de points d'interrogation. Ça va pas? T'appelles hein, si ça va pas et tout. Mais parce C'est que pas la même chose. il pense que du coup, quand tu vas voir quelqu'un, c'est que vraiment t'es au bord du. Et je lui ai dit, non mais justement, ça va. Je lui ai dit, ça C'est va. justement parce que ça va que c'est le meilleur moment pour Je suis y trop aller. contente, justement, ça va. Et j'ai pu franchir le cap, aller la voir et tout. Est-ce que tu as eu ce déclic de dire c'est bon, c'est l'heure d'aller consulter là? Ouais. Moi, j'ai eu ce déclic aussi récemment de me non, dire mais moi, ok, il y a des traumas, je commence à comprendre certaines choses, j'ai des dates, j'ai des souvenirs, la j'ai des trucs. petite au fond de la salle là-bas qui avait regardé pour moi. Et en fait, je me suis dit, bah ouais, en fait, c'est là. Elle m'en a montré 2 après les paralysies du sommeil. Et elle m'a dit, Il y a ces deux j'ai personnes. cherché toute la nuit. Trop à côté de mignonne, toi. mon cœur. Et je suis Trop tombée mignonne. sur ces 2 Enfin, ton cœur. personnes-là qui pourraient te correspondre parce que c'est 2 psys sur Lyon qui sont vraiment spécialisés dans ces trucs-là au niveau de neuropsy. Et en fait, c'était exactement ce que j'avais. Et elle a regardé également par rapport à mes moments où j'oublie, j'avais des trous mémoire et j'avais aussi des trucs dans la journée, ça c'est beaucoup plus poussé, je sais même pas comment... J'ai réussi à l'expliquer très récemment, mais ça fait 2 ans en même temps que mes trous de mémoire, que j'ai des moments d'absence et de dissociation. Dépersonnalisation. Dépersonnalisation, exactement. Non, c'est déréalisation. Et je l'ai compris très récemment. Bienvenue. J'arrivais pas à l'expliquer. Et en fait, j'avais des moments où ça me le faisait plusieurs fois dans la journée, ou alors des fois plus du tout pendant 1 mois, où j'étais posée et je disais à Mia, il y a mon truc qui arrive, parce que je savais pas comment le dire. Donc je lui disais, là, il y a mon truc. Et en fait, c'est comme quelque chose qui arrive sur mon cerveau et ça me paralyse le cerveau totalement. Et en fait, je vais être comme ça. Et Mia me disait, même ton regard change. En fait, d'un coup, je vais... T'es vide, quoi. Ouais. Et du coup, tu te vois. Ouais, c'est non, ça. moi je me vois pas. Tu vois pas. Je ressens juste que, comme s'il y avait un rêve, et pendant un temps, je vais être comme ça. Et ça va durer en général, je sais pas, 30 secondes, 1 minute. Et ensuite, j'arrive plus à parler. J'ai mis. Et pendant 1 minute, 2 minutes après, j'arrive plus à parler. Tu frises en fait. Totalement. Il faut que je me pose. Et des fois, ça me le faisait en cours, ça me le faisait dehors. Bah, d'un coup, je disais, je suis désolée, ça va me faire mon truc. Et en fait, je savais pas ce que c'était. Et c'est Mia qui a cherché pour moi le soir où j'ai fait les 2 paralysies du sommeil, là, 2 soirs de suite. Et le matin, elle m'a dit, bah, C'est de la déréalisation. j'ai trouvé le truc de la déréalisation. Elle m'a lu le truc et j'ai fait, bah, merde, c'est Mais moi. alors, moi, j'ai quand même envie de mettre un mini avertissement sur les symptômes qu'on peut lire sur Internet. Parce que, l'autodiagnostic. ouais, moi, j'ai lu plein de trucs, hein, je me suis recollée dans plein de trucs, et en fait, pas du tout, tu vois. J'ai parlé avec ma psy. Ouais, ok, super. Non, parce que parfois, ça peut aider à avoir des pistes. Mais tu sais, parfois, je trouve qu'ils te mettent la liste complète de tous les symptômes qui existent pour un Finalement, truc. c'est comme les effets indésirables. C'est comme les effets indésirables de n'importe quel traitement. Si tu veux dire, fais-le. Mais franchement, c'est à part pour te faire flipper. Mon antidépresseur, il y a la dépression dans le, tu vois, dans les effets, dans les anxiolytiques, qui sont censés soigner ton anxiété. L'un des effets indésirables, c'est l'angoisse, c'est l'anxiété. Mais c'est pareil pour la dépression. Bah alors je comprends pas. Est-ce que la chimiothérapie, tu risques de développer un autre cancer derrière ou pas? Antidépresseur, Il me semble pas. Mais c'est dépression. mais en fait, c'est ça qui est dur aussi, je trouve. Avec, Je suis déjà dedans, j'ai pas compris. on attend tellement des médicaments. On attend tellement des médicaments que, tu vois, on leur reproche leurs effets secondaires. Et
Enfin, ouais, il y en a, tu vois. Mais en fait, si vous avez mieux à proposer, les gars, moi, je ne demande qu'à ça, quoi. Voilà, exactement. C'est bénéfice-risque qu'il faut l'évaluer. On a la chance d'avoir créé la médecine. Bon, c'est pas du tout moi, ni nous, mais c'est les gens d'avant, là. Mais oh là là, heureusement qu'ils sont là. Il y a des gens, leur travail, c'est de gratouiller jusqu'à le trou du cul de certains animaux, parlons français, pour aller nous trouver la substance qui va nous faire aller bien. Mais c'est génial. Et en fait, il faut comprendre que la maladie mentale, c'est aussi juste de la chimie de temps en temps. Moi, je produis pas de sérotonine. C'est ça, en fait. C'est que quand tu disais, ouais, des fois, tu avais envie d'avoir un symptôme physique, parce que du coup, tu dis, c'est dans ma tête, du coup, c'est pas vraiment une maladie. Mais en fait, si c'est un trouble, c'est que tu as un dérèglement chimique dans ton cerveau, dans tous les cas. Donc, en fait, c'est pas toi qui es responsable, genre t'as pas décidé, tu vois, d'avoir ce dérèglement chimique dans ton cerveau, c'est vraiment... On n'a jamais dit à quelqu'un qui a le cancer... de passer à l'acte pour un suicide, j'imagine. Moi, pour le coup, ma maman, elle était pas du tout dépressive, on n'a rien vu, mais zéro. Et elle allait vu venir. Ah non, mais elle était d'une joie de vivre. Et elle a jamais eu de phase dépressive. Elle a jamais fait de burn-out. Il y a rien qui a pu se dire. Tout intériorisé. Ah oui, totalement. Et on n'a jamais pu se dire. Là, il y a quelque chose qui va arriver, mais zéro. Là, du coup, je suis allée à une soirée la veille. Et elle m'a dit, je viens te chercher demain à 11h et tout. Avec si t'as des copines qu'il faut ramener, tu me dis. On s'est dit bisous à la voiture. Elle est repartie. Et le matin, elle m'a envoyé un message à 11h, elle me dit « Je suis désolée, je pourrais pas venir parce que je mange avec des copines ce midi, est-ce que tu peux voir avec papa ou sinon tu demandes à une copine ?» Je fais « Putain, elle fait chier !» Du coup, j'ai dû demander à la maman d'une copine de me ramener. Elle m'a ramenée. Et tout l'après-midi, elle était pas à la maison et j'ai vu qu'elle avait laissé son portable sur la table. Je fais « Merde, elle est con, en plus je peux même pas la prévenir. » Donc relou. Et le soir, on se dit « Merde, elle est pas là. » Et mon père il me dit « Viens voir. » Et il y avait son sac dans la chambre. Il me dit « Trop bizarre, elle a oublié son sac, elle a oublié son téléphone. » Du coup, là, on a commencé à se dire, il y a une couille, il y a un truc, c'est très bizarre. Et le lendemain matin, il y avait la kermesse de mon frère. Et mon père il m'a dit, si elle n'est pas là à la kermesse de Louis, là, on s'inquiète. Et du coup, il y a eu la kermesse et elle n'était pas là à la kermesse. Du coup, on s'est dit, bon, là, il y a un truc. Et il y avait un lot à gagner. Le plus gros lot, c'était un drone. Du coup, bon, on passe toute la matinée. Et mon frère a gagné le drone. Et mon frère est venu voir mon père et il a dit « c'est le plus beau jour de ma vie ». Non. Et mon père il a dit « j'ai su, quand ton frère m'a dit ça, que moi ce serait le pire jour de ma vie ». Et du coup, ma maman elle m'a mis fin à ces jours. Je suis désolée, je t'aime de ouf, vraiment. J'aime Louis, j'aime ton papa, j'aime toute la France, mais vraiment je t'aime particulièrement. Et ça, il n'y avait rien qui était... C'est dur ça. Hein. Ah mais... Et il y avait encore une fois, quand tu t'arrives pas à expliquer, c'est encore plus dur. Elle n'a pas laissé de lettre ou de... Si. On a une lettre. Mais elle explique du coup au final, ou au final même après coup, il n'y a même pas d'explication. C'est très flou et en plus la lettre est adressée à mon papa et je lui en ai beaucoup voulu de me dire, elle nous a même pas laissé, elle nous parle même pas. Et mon père il m'a dit, si vous parlez à vous, elle l'aurait pas fait. Ah ouais. Donc elle a pas mis vos prénoms. C'est vrai. Elle juste dit protège les enfants à la fin de la lettre, mais il m'a dit si elle avait mis vos prénoms, elle l'aurait pas fait. Purée, ça doit être terrible la culpabilisation que tu dois ressentir. La culpabilité, putain, genre. On n'a rien vu. On n'a rien vu, on n'était pas là pour elle. Mais c'était pas ton rôle en même temps, tu vois. Et j'avais 17 ans. Oui, mais t'es là, c'est pas ton rôle, c'est pas de ta faute. J'espère que tu. De toute façon, en vrai, c'est jamais de la faute des autres quand il y a un suicide. Enfin, à part si il y a eu un agresseur, voilà. Tu peux pas raconter l'anecdote de la biche. L'anecdote de la biche. Elle est mignonne, genre. Si tu veux, parce que je veux pas te forcer. C'était le soir de l'enterrement. Donc, c'était un gros enterrement parce que ma maman était infirmière. Et du coup, il y avait toutes les infirmières qui étaient là. Il y avait énormément la télé. Il y avait beaucoup de monde. On était 1500. Oui, quand même. Ouais, c'était un gros enterrement. Il y avait énormément de monde. Et j'ai pas pleuré à l'enterrement parce que ça faisait déjà 10 jours qu'il y avait eu une enquête, qu'il y avait eu tout un truc. Je pense que c'était un soulagement. Je me suis dit, ça y est, là, c'est fini, c'est l'enterrement. C'est la dernière étape, quoi. Hop, je peux mettre de côté et ensuite on avance. Et il y avait énormément de monde, donc on était 1500 à l'enterrement. Il y a tout le monde qui est venu à la maison après. Il y avait des fleurs partout dans la maison, sur la terrasse. La terrasse était remplie de fleurs. Et ensuite, tout le monde est parti. Du coup, on se retrouve avec tous les trois pour la première fois, avec mon père et mon frère. Tous les cadeaux, enfin les... Ouais, c'est ça. Ouais. La maison est remplie de fleurs. Ouais. Et, mais pourtant, elle n'a jamais paru aussi triste, la maison, que ce jour-là. Et on est arrivé pour coucher mon frère, parce que mon frère avait 8 ans à l'époque. Et on est arrivé dans la chambre pour coucher mon frère. Et mon frère fait « Regardez !» Et on se met à la fenêtre. Et j'habite en face d'un champ. Et de ma vie, j'avais jamais vu ça dans le champ, alors que ça fait 10 ans qu'on habite dans cette maison. Et il y avait une biche, une seule, en plein milieu du champ. Et la biche, elle nous regardait.
Et on est resté comme ça pendant 1 minute à regarder la biche au milieu du champ. Et après, elle est partie. C'était un beau symbole. Et c'était le soir de l'enterrement. C'est fort. Ah non, vraiment. C'est fort. C'était une très belle conversation. Et est-ce qu'il y a autre chose qui vous a peut-être frustré, ou vous avez encore envie de parler? Je sais que moi, il y a un truc dont on n'a pas forcément parlé, enfin, on l'a abordé, mais ce côté c'est même pas l'errance qui est très difficile, mais moi, limite, je l'ai pas trop connu parce que j'étais assez vite diagnostiquée, mais ce côté, il y a rien qui marche pour moi. Ouais. Tu vois, l'hypnose, moi, ça n'a jamais marché. Et tu sais, d'entendre plein de gens qui te racontent « Ah, moi, ça a super bien marché », tu vois, et ça a été très difficile, parce que tu es là, donc non seulement il m'arrive ça, mais en plus, je me sens encore plus défaillante parce que pour moi, ça marche pas. Et tu sais, d'essayer vraiment genre 5, 6, 7, 8 techniques de gens pour qui ça marche très bien, donc t'es fatigué, des transformations et tout. Fatigué, quoi. Ouais, à la fin, t'es vraiment là, mais imagine, il y a rien qui m'aide. C'est juste que c'est ultra compliqué je trouve que les démarches d'aller se faire aider et de faire face parfois à des professionnels qui comprennent pas ou qui te disent « je ne peux pas t'aider ». Encore une fois, c'est ce truc de quand t'es enfant, tu vas voir les adultes. Une fois que t'es adulte, tu vas voir les médecins et t'attends tu délègues un peu. T'attends d'eux, t'es là genre bon, est-ce que vous pouvez me sauver s'il vous plaît? Parce que sinon je vais caler là. J'ai une amie qui est allée voir un psy, il s'est endormi pendant la séance. Non. Je sais pas si vous aviez vu une vidéo sur Twitter qui avait tourné, elle l'avait mise, le psy il est comme ça. Et il dort pendant la séance, il s'endort. C'est drôle et pas drôle en même temps, désolé. Désolé. On en rigole, Je trouve ça extrêmement drôle. Non mais d'où l'importance de bien choisir son psy, quoi. Tu vois, c'est quand même vraiment... Ça se trouve, c'est juste lui, il allait pas bien non plus, tu vois. Ouais. Et puis je sais qui avait besoin de parler. Je me dis, oui, je comme berceuse, vu que je le paye là. Je le paye à dormir. Allez, on y va. Est-ce qu'il y a un dernier message que vous aimeriez partager aux personnes qui nous écoutent? Moi, je voudrais vraiment remercier, c'est un peu perso plus, mais ma communauté où je pense les gens sur Internet qui nous laissent de plus en plus parler et représenter nos troubles sans pour autant, enfin, genre dans mes DM, j'ai jamais eu espèce de sale malade mentale, par exemple. Jamais. Bon, j'ai eu des menaces de viol, donc chacun a son d'elle finalement. Mais j'ai jamais, pardon. C'est pas ta communauté, ça. C'est pas ma communauté, tu vois. Mais même dans les insultes, on ne me parle jamais de mes troubles. Et j'aimerais vraiment remercier un petit peu la vie ou la société, et même vous, en fait, de pouvoir s'écouter aujourd'hui, d'avoir des espaces de parole, de faire des discussions comme ça, de faire des contenus où on se parle sincèrement et on avance tous ensemble, ça fait trop plaisir. Carrément. Tu trouves pas que parfois c'est un peu lourd En fait, il y a un moment donné où moi j'ai souffert aussi d'avoir parlé de ça sur les réseaux parce que les gens t'attendent. T'as une responsabilité après. T'as une responsabilité, puis t'as aussi ce truc où les gens te font part de leurs témoignages de ce qu'ils vivent. Ouais, ça c'est dur par contre. Et en fait, quand t'es toi-même une éponge et que t'as tes propres traumas à dealer, quand tu lis tous ces témoignages... Qui sont super violents, parce que les gens, ils déchargent, en fait. Finalement, donc, ils arrivent, t'as tous les détails dans ta gueule. Ça aide pas, tu vois. J'imagine même pas. Oh, meuf, moi, je te dis la vérité, je dois lire une 50aine de DM de meufs qui me disent il m'est arrivé ça hier soir. J'ai peur du lundi matin, d'accord? Parce qu'il y a le week-end, et que je sais que je vais avoir toutes les meufs qui ont pris des trucs dans leur verre dans mes DM. Je le sais. Pourquoi? Parce que, justement, je représente entre guillemets, un peu les meufs qui parlent de ça, tu vois. Donc ouais, c'est hyper dur. C'est hyper dur. Mais moi, en vrai, j'en peux plus. Hein. Si ça tenait qu'à moi, je me serais assise devant l'Élysée jusqu'à fatiguée. Genre, mais mec, réveille-toi. Ouais, mais en fait, il y a aussi ce truc où, mine de rien, il y a la responsabilité individuelle que... Enfin, les agresseurs, c'est eux les responsables, tu vois. Je sais très bien. La justice doit les punir, mais ils sont responsables, eux, en tant que personnes. Et c'est à eux, tu vois, qu'on doit en vouloir. Bien évidemment, on peut être en colère parce que la justice... Je trouve que oui, elle est trop lente, ça va pas assez vite, ça va pas, tu vois. Mais c'est vrai qu'avant tout, faut changer pour moi le système de société, quoi. C'est ce que j'essaye là, j'aimerais, en tout cas de mon vivant, c'est vraiment mon rêve de vie. Je veux essayer de faire bouger ça, c'est pas possible. Mais il y aura toujours des personnes méchantes et des agresseurs. Mais ça, c'est pas grave, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas. Mais au moins, on pourra se défendre. Bah, c'est sûr que il n'y a pas de travail, il y a un taux de chômage énorme en France. Faites construire des prisons. Et puis qu'on les mette tous là-bas. Mais parce que je pense que justement, moi, j'ai hâte de la future génération. Ouais. Parce que ce truc générationnel où j'ai l'impression que nos parents, nos grands-parents, ils étaient en mode en fait, on leur a toujours dit, bon, si ça va pas, prends sur toi et allez, tu vois. Et je trouve que justement, nous, notre nouvelle génération, on comprend un peu les traumas. Et en fait, on traîne aussi des traumas d'anciennes générations qui n'ont jamais été soignés. Et du coup... en tout cas, moi, j'espère
même si je veux pas d'enfant, donc... Alors attends, rebondissons là-dessus parce que moi ça je voulais en parler, mais... Tu nous feras une autre table ronde, je vais venir aussi. Ouais, bah non mais en fait, juste parlons en 2 minutes parce que moi je me suis dit... Personne. Attends, Et moi je ne veux pas d'enfant parce que j'ai peur de lui refiler des traumas. Pareil. Moi vraiment, ce que j'ai eu, ça m'a vraiment fait réfléchir. Je me suis dit, mais en fait, est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants et prendre le risque qu'ils vivent ce que j'ai vécu? Et non, en fait, je veux pas prendre le risque. Ouais. Ah, mais c'est marrant. Et j'allais pas en parler parce que je me suis dit, non, je vais passer pour Là, les radicales. il y a des gens qui nous regardent là et qui se disent putain, mais c'est quoi cette génération de femmes? Elles veulent même plus enfanter, elles sont là pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais tu vois, moi, ça existe, genre. parce que tu vois, en fait, moi, j'attends de me découvrir un instinct maternel. Que là, pour l'instant, tu n'as pas. Pour l'instant, je l'ai pas. Et en fait, j'accepte le fait que si je l'ai jamais, bah, tant pis, tu vois. Ouais. Mais de toute façon, en fait, c'est assez, les personnes qui vont critiquer les femmes qui veulent pas d'enfants, c'est ridicule parce qu'on est en surpopulation. Donc, enfin, remerciez-nous, en fait. Mais en fait, je trouve ça intéressant d'étudier ce phénomène, tu vois. Vous aussi, c'est lié à votre santé mentale au final, quoi. Ouais. Moi, c'est pas que je ne veux pas d'enfants. J'en veux. J'aime bien les enfants et tout. Mais à cause de ce que j'ai, je me dis, waouh, la galère. Ça va me coûter cher en médoc, hein. Enfin, tu vois, c'est con. Mais bon, c'est pas vrai. En plus, c'est remboursé. On est en France, on a de la chance. Ouais, mais... On a de la chance, faut le dire. On a grave de la chance. Vraiment. Mais il y a ce truc mais t'as pas envie qu'il vive ce que enfant, vécu, quoi. ou peut-être qu'il développera quelque chose de pire. Ouais. En fait. Et puis, il y a aussi ce truc où j'en ai voulu à mes parents. Et en fait, il y a aussi ce truc de est-ce que moi j'arriverai à le voir, tu vois, si jamais mon enfant il va pas bien. Et du coup, ça fait super peur. Mais du coup, je vais donner un petit peu d'espoir à la fin de cette vidéo. C'est que moi, pareil, pendant super longtemps, j'étais là, je veux pas d'enfant parce que ma vie c'est de la merde. J'ai pas envie qu'un autre être humain vive ce que je suis en train de vivre. Même si, encore une fois, il y a des sourires, il y a des blagues, il y a tout ça. Il y a surtout un profond mal-être intérieur et t'es là, genre, je ne souhaite à personne de vivre ma vie. Et du coup, j'ai peur de mettre un... Parce qu'en fait, t'as ce truc de, j'ai pas demandé à être là et à vivre tout ça. Et du coup, t'as pas envie de faire un enfant et te dire, mais ça se trouve, il va ressentir ça. Et de lui imposer une vie de souffrance. Exactement. Mais là, du coup, moi, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux en ce moment. Et du coup, je pense que on va tous finir par aller mieux, tu vois. Genre vraiment. Et là, tu te dis, bah en fait, la vie, ça peut pas être que... c'est super cliché, mais ça peut pas être que des hauts, mais c'est la vérité en fait. Parce qu'il y a aussi ce truc où les gens me disent, mais comment Marine, tu fais pour kiffer les bons moments et tout? Bah parce qu'en fait, quand tu vis des trucs de merde... Quand ils sont là, t'apprends à savourer les bons moments, ouais. T'es là, genre, mais moi, j'adore ma vie, genre. Les gars, je peux toujours pas aller en Italie, je peux toujours pas prendre l'avion. Bientôt peut-être, tu vois, mais... nickel pour ton empreinte carbone, par contre, en tant qu'influenceuse. En tant qu'influenceuse, ça, tu peux avancer sur la vie. Je suis désolée, les gars, mais le jour où je vais pouvoir prendre l'avion, je ne vais pas me gêner, parce qu'il y a aussi ce truc de... Bah, en fait, j'ai le droit aussi de... Non, surtout que t'as pas pris l'avion pendant 25 ans, voilà, donc tu vois, j'allais te dire, oui, j'ai un petit quota, tu vois, j'ai de la marge. Moi, je trouve que chacun devrait gérer son empreinte carbone, en fait. C'est vraiment pas le sujet de cette vidéo, c'est marrant, on divague, mais j'aime bien. Mais en fait, c'est que tu vois, je suis pas pour dire non, arrêtons tout le monde de voyager, parce que en fait, c'est un peu injuste envers ceux qui peut-être n'ont pas eu l'occasion de voyager encore, mais c'est genre, on devrait avoir un quota et chacun le gère comme il veut. Mais t'imagines, ça c'est mon idée. Ça veut dire que je pourrais pas visiter le monde entier? Bah, peut-être en train, fais-le, tu vois. Élise, elle va en train partout. Tu vas en train partout, toi? On est allé en Espagne, là, et on a pris le train. Bien sûr, on est allé en Espagne. 15 heures de train aller, 15 heures de train retour. T'as toujours moyen. Il y a les bus et tout, en vrai, il y a toujours moyen. Bateau. C'est vrai, je vais essayer de prendre moins l'avion, c'est bon. Faites doucement, vous allez m'attraper dans mes DM tous les jours et vraiment, j'ai déjà assez de choses à gérer. Faire de son mieux, que peut-on exiger de plus que cela? On devait aller à New York avec une OP et on avait demandé pour y aller en bateau et on avait regardé, en fait, ça polluait limite plus parce que c'était une semaine. On a fait, bon, bah là, oui, il n'y a plus rien pour... Non, mais l'important, c'est d'en avoir conscience, quoi. Bon, Élise, ton petit mot de la fin? C'était super. Et j'ai bien bu. Et d'habitude, je bois pas d'eau, donc je suis contente. Comme ça, j'ai bu l'eau qu'il fallait pour la journée. Donc, Ah bah si en plus on a pu t'aider à ton bien-être, c'est vraiment pas assez mental. Là, on est à 2 verres, c'est vraiment pas assez pour la journée. Je bois très peu, moi. Non, c'était super et merci beaucoup d'avoir pensé à nous et qu'on ait pu discuter entre nous. Ça fait du bien de... Ouais. Et ça donne envie par la suite, même sur, j'imagine, pour nos contenus respectifs. Ça me donne envie. Même nous, tu vois, moi j'ai jamais fait de feed sur ma chaîne et ça me donne envie qu'on continue cette conversation un jour. Donc, Non mais c'est franchement, on a une trop bonne team là, je suis vraiment ravie de vous avoir. On est vraiment toutes les 3 amies dans la vie en plus, donc on se connaît, on connaît nos traumas et là ça a roulé quoi. Dites-nous ce que vous en avez pensé, dites-nous si vous avez des commentaires, avis, voilà, conseils, et puis on vous dit à très bientôt pour une toute nouvelle table ronde.